Chapitre 4. Psychanalyse du maître Omraam Mikhaël-Ivanov. Alors, comme tout bon travail d'analyse, il va falloir d'abord se tourner un peu vers Papa, si je puis dire. Papa étant le maître Peter Denov, appelé aussi Ben Sadounu, qui est le maître, donc le papa spirituel de Omraam Mikhaël-Ivanov. Et même encore plus loin, pour bien comprendre, en tout cas très rapidement, l'origine du maître Peter Denov. Le maître Peter Denov est un homme qui a étudié les religions, la théologie, mais aussi la théosophie, avec Blavatsky, enfin, qui provient de Blavatsky. Et c'est aussi quelqu'un qui a étudié la médecine à Boston, aux États-Unis, qui a étudié donc une langue étrangère, qui a un esprit très ouvert, qui est ouvert sur beaucoup de choses. Et il est hypersensible. Il a une clairvoyance assez impressionnante et il a une très grande honnêteté. Donc il va faire une révolution culturelle en Bulgarie qui lui faudra beaucoup d'ennemis. Il va attirer à lui environ 50 000 disciples, il faut considérer, sans Internet, sans aucun moyen comme il existe aujourd'hui. Hein. Le maître Peter Denov est mort en 1944, donc c'est très loin, je veux dire, 50 000 disciples, c'est impressionnant à considérer. Et enfin, il est dans une situation où il y a plein d'orthodoxes autour de lui, dont son propre papa, donc il ne va pas s'attirer que des amis, et il va protéger aussi les juifs pendant la guerre de 39-45, et il va sauver un nombre incroyable, quelque chose comme 20 000, 30 000 juifs, grâce à des manœuvres qu'il va organiser avec le roi de Bulgarie, le prince de Bulgarie, j'ai oublié. C'est un homme qui a besoin qui n'aime pas laisser des blancs. Donc, il aime organiser ses connaissances d'une façon extraordinaire. Alors, pour être juste, des fois, il a fait des erreurs. Je reviendrai sur certaines de ces erreurs. Mais en général, il prend toutes les pièces d'un puzzle ensemble et il les met ensemble et il arrive à des conclusions avec l'inspiration qui sont tout à fait extraordinaires. Par exemple, il va expliquer à un moment, si on écoute ça, on se dit, bon, le mec, c'est un tartuffe, un farfelu, que l'être humain a 3 cœurs. Donc il va parler du cœur, évidemment, le cœur classique, un autre cœur, j'ai oublié où il le situait, et un troisième à l'arrière de la tête. Il dit ça en 1890, 80, 90. Or, moi je suis ostéopathe, aujourd'hui on sait en ostéopathie la libération du 4e ventricule qui permet une pulsation du liquide céphalorachidien qui descend à travers des trous de chirée postérieure pour alimenter l'huile, si je puis dire, du liquide céphalorachidien dans la colonne vertébrale pour respirer à la respiration pelvienne. Donc aussi extraordinaire que ça puisse paraître, il y a vraiment un espèce de petit cœur à l'arrière du crâne, puisqu'on fait le massage sur l'occiput, qui est donc à l'arrière du crâne, pour la libération du 4e ventricule du liquide céphalorachidien. Quand Peter Denov va parler de ce cœur à l'arrière de la tête, personne ne connaît ces choses-là. Comment est-ce que cette personne arrive à ces conclusions? C'est totalement fantastique. Et il a beaucoup de conclusions comme ça qui sont très avancées. Mais il y a aussi des erreurs, car en ayant besoin de boucher les trous, des fois il arrive des conclusions un peu rapides. Par exemple, il annonce l'âge d'or sur la planète Terre pour l'an 2000. Et ceci, il le doit à la théosophie. Simplement parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte, la théosophie, en ce temps-là, est extrêmement puissante et se développe d'une façon tout à fait extraordinaire. Elle envahit la politique, la littérature. Conan Doyle, l'écrivain de Sherlock Holmes, par exemple, c'est un disciple de la théosophie. Il y a des politiciens qui commencent à être là-dedans aussi. Donc la théosophie fait des recherches scientifiques, se développe, est très connue, très respectée. Et c'est vrai que si la théosophie avait pu se développer comme on pourrait l'estimer,
au regard de son développement au début du 19e siècle, eh bien, voir l'âge d'or en l'an 2000, c'était très très raisonnable, franchement très raisonnable. Malheureusement, il y a des gens qui sont arrivés à la même conclusion et qui ont dit il ne faut surtout pas que ça arrive, parce que je veux continuer à avoir le pouvoir, à avoir l'argent. Donc il y a eu un cumul. Blavatsky, elle avait prévu sa suite pour que la théosophie puisse grandir encore avec un personnage très inspiré appelé Krishnamurti. Et en fait, Blavatsky va rencontrer Krishnamurti quand il est très jeune. Il est avec son frère qui est très malade. Et la théosophie va demander à éduquer Krishnamurti pour le mettre dans des circonstances qui lui permettront un jour d'être à la tête de la théosophie. Et le contrat fut établi, mais la famille décida, oui, mais vous devez prendre les 2 enfants. Donc, ils ont pris aussi le frère, qui était très malade, sur lequel ils ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de soins, beaucoup d'efforts. Et finalement, le frère de Krishnamurti est mort quand il avait 17-18 ans des suites de sa maladie. Peut-être 20 ans, je ne sais plus exactement. Et lorsque Krishnamurti devait prendre la place, alors qu'il a été à l'université, qu'on lui a tout payé, et qu'on lui a dit, bon, maintenant on est trop vieux, la théosophie c'est pour toi, il s'est dit, moi je m'en fiche et je me casse. Et là, Blavatsky s'est retrouvé le bec dans l'eau, en ne sachant pas quoi faire devant cette situation particulière. Et de là, la théosophie a été décapitée, s'est retrouvée complètement perdue, a été placée après sciemment Alice A. Bailey, à la tête de la théosophie, qui fut envoyée en tant que cheval de Troie. Donc elle est arrivée, et la théosophie était trop forte pour pouvoir la détruire comme ça. Donc ils ont manipulé l'intérieur, et donc Alice A. Bailey a repris tous les enseignements de la théosophie, mais en les transformant en quelque chose de totalement inefficace et de totalement bidon. Là-dessus est arrivé Shirley MacLaine, qui était une jeune gamine qui, il y a longtemps, dansait avec Fred Astaire. Et Shirley MacLaine, qui était en chute totale de célébrité et d'action, est devenue très amie avec Alice A. Bailey et a repris tous les enseignements bidons, puisqu'ils avaient été transformés pour être complètement bidons, de la théosophie, puisque ça avait été des enseignements transformés par la venue de Alice A. Bailey, et les a tournés d'une façon encore plus simple, plus facile. Et Shirley MacLaine, c'est la papesse, si je puis dire, du nouvel âge, the New Age. Et donc, ce qui aurait pu radicalement transformer le monde fut totalement sabordé sciemment par des leaders du monde qui ont compris que la théosophie ne devait pas être ignorée. C'était quelque chose d'extrêmement dangereux pour le pouvoir. Ça, Peter de Neuve ne pouvait pas le savoir. Donc quand il parle de l'âge d'or en l'an 2000, c'était tout à fait raisonnable au regard de ce qu'il avait étudié, et il pouvait calculer plus ou moins l'évolution de la théosophie qui aurait pu prendre une forme de puissance extraordinaire. En ce temps-là, aussi ou un peu après, naissaient les Bahaïs, qui est aussi une religion universelle où on doit unir tout le monde. Il y avait vraiment un vent d'universalité, de puissance mondiale qui annonçait, c'était aussi la naissance un peu après de l'espéranto, une langue universelle pour le monde. Il y avait vraiment toutes ces choses-là qui étaient là pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, le maître Peter de Neuve, oui, il annonce l'âge d'or pour l'an 2000, et non, on est en 2024, et c'est vraiment pas l'âge d'or, mais vraiment pas. C'est l'âge du caca, pas de l'âge d'or. Mais ceci étant, quand on part à rebours et on se dit, on est à la place de Peter de Neuve, Ben Saatuno, on se dit oui, c'est tout à fait logique. Donc ça, c'est pour comprendre un peu. Le maître Peter de Neuve a aussi enseigné quelque chose d'autre, c'est pas de conflit. Or, il faut savoir qu'en Bulgarie, tout le monde espionne tout le monde. C'est très très impressionnant. J'ai été aussi en Bulgarie pour étudier, pour analyser toutes les choses. Et les gens s'espionnent les uns les autres, se critiquent les uns les autres, c'est terrible. Donc, lorsque le maître Peter de Neuve arrive en disant « pas de choses négatives », par rapport au pays, c'est très très adapté. Le maître Peter de Neuve n'a pas calculé les manipulations
qui vont arriver de plus en plus et qui vont être absolument diaboliques. Bon, évidemment, Hitler, avec l'antisémitisme, mais aussi toute la politique d'aujourd'hui, qui n'est basée que sur le mensonge. Alors, si on prend en France, je ne veux pas être vieux jeu, mais vous prenez De Gaulle, c'est quand même un mec à un moment qui a fait un référendum. Le soir même du référendum qui lui donnait tort, il a dit ciao, au revoir. Vous prenez Macron maintenant, il en est à 17%, je crois, et il s'accroche à son pouvoir et à l'argent comme une vierge à son slip. Faut être clair, quoi. Je veux dire. Quand même, M. Macron, il a égaré 100 milliards d'euros. Bah, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est peut-être sous le tapis. Regardez sous le bureau. Bah non, c'est pas là. Non, je ne sais pas. Je sais pas où c'est. Donc, dire qu'il faut éviter le conflit aujourd'hui, non, c'est plus du tout adapté par rapport à la Bulgarie du temps de Peter Dönov. Mais en ce temps-là, c'était très utile de présenter ça parce que c'était vraiment un poison. Et mettre des gens ensemble, c'était mettre des vipères ensemble, ça devenait un nid de vipères. Donc il avait absolument raison de faire ça. Mais il faut se réadapter. Donc je ne dis pas qu'il faut nourrir le noir perpétuellement. Il faut être fier d'être avec la lumière, d'être inspiré, mais il faut aussi analyser et connaître les choses, clairement. La panorhythmie est quelque chose que le maître Peter Dönov a inventé aussi, super inspiré, très original, que ce soit en yoga, en tai chi, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a vraiment que la panorhythmie. Parallèlement, c'est assez amusant, Rudolf Steiner invente plus ou moins en même temps l'eurythmie, qui n'est pas la même chose en essence, mais qui... Enfin non, dans la forme globale, c'est pas la même chose, mais en essence, c'est pas mal inspiré de la même chose. Ceci étant, une fois que je suis parti en Bulgarie pour pouvoir tout analyser, j'ai découvert qu'à Sofia, dans le parc, le grand parc de Sofia, où tout le monde se promène, vous avez classiquement 2 ou 3 musiciens qui arrivent, ils commencent à jouer des musiques plus folkloriques, et vous avez des gens qui se promènent dans le parc, qui ne se connaissent même pas, ils s'arrêtent, ils commencent à danser. Et moi j'étais là, je vois la panorhythmie en direct. En fait, non, parce que ce sont des danses folkloriques, mais il faut quand même savoir que Peter Dönov a inventé un rythme magique, des interprétations magiques. Par contre, il a fait quelque chose qui est totalement développé dans son pays. Dans son pays, ce n'était pas du tout original de créer la panorhythmie. Aujourd'hui, au regard du yoga, du tai chi, de la méditation, du zen, c'est très original. Dans son pays, c'est pas si original que ça. Donc, c'est comprendre la globalité de l'histoire de Peter Dönov, qui est un homme toujours en recherche, toujours en train d'étudier, de découvrir, d'aller chercher des choses et de les emboîter les unes avec les autres, des fois avec quelques erreurs, mais la plupart du temps avec une inspiration extraordinaire. Il faut bien reconnaître ce qu'il y a. Il dérange tellement qu'il va être même interdit de séjour à Sofia, dans la capitale. Donc il sera obligé de se replier et de se cacher un petit peu. Alors maintenant, quand on arrive à Mikhail Ivanov, parce que c'est son vrai nom, Mikhail Ivanov, comme j'ai déjà présenté, en 1936, il est envoyé en France au nom du maître Peter Dönov. Et là, il faut savoir que en ce temps-là, le maître Peter Dönov est assez connu en Europe. Peut-être pas de tout le monde, mais des gens qui s'intéressent à la spiritualité, oui. Donc, Mikhail Ivanov, il arrive avec l'aura de l'école du maître Peter Dönov. Et une fois qu'il peut parler un petit peu français, il peut commencer à enseigner. Et les gens sont à genoux devant lui, car il est le frère Mikhail qui vient porter l'enseignement du maître Peter Dönov. Donc, il arrive avec tout l'enseignement du maître Peter Dönov, qui est une richesse infinie. Mais il vient d'une école où le maître Peter Dönov lui-même accumulait sans arrêt des choses, apprenait, étudiait et enseignait. Et pour le frère Michael, eh bien, il y a plusieurs aspects quand il arrive en France. D'abord, il arrive dans un poulailler, c'est clair. C'est le loup dans le poulailler, le renard dans le poulailler. Parce que les Bulgares sont hyper coincés au niveau sexuel, c'est pour ça qu'ils s'espionnent les uns les autres et tout, c'est vraiment les cancans. Et là, il arrive à Paris, avec les petites Françaises qui ont envie de rigoler, qui le regardent avec les yeux qui brillent. Elles sont toutes belles, mignonnes, très chaudes. Il arrive au paradis. Et ça, c'est un choc extraordinaire pour lui, qui va l'altérer en un temps que je ne connais pas.
quelques mois, quelques années. Je ne peux pas préciser plus que ça. Et puis la deuxième chose, et ça c'est complètement caché, c'est qu'il est angoissé parce qu'il ne va pas réussir à avoir des sources d'informations supplémentaires. Contrairement au maître Peter Denov, Mikhail Ivanov est très arrogant. D'ailleurs, il a toujours eu un français assez mauvais et il demandait à ses disciples « Ne me reprenez jamais, ne me reprenez jamais !» disait-il. Donc, même son français devait être parfait, même s'il était assez catastrophique. Donc c'est un mec très arrogant. Pas du tout comme Peter Denov. Donc il cherchait à appliquer le profil de Peter Denov, mais en plus, lui, il a énormément d'arrogance. Et il va donc naturellement se tourner vers les élites, ou ce qu'il va considérer comme élite, pour avoir des informations. Et il va immédiatement enseigner, par exemple, aux gens, à ses disciples, que les médiums, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais aller voir, parce que c'est très très négatif. Pourtant, il se trouve que j'ai très bien connu Blagost, sœur Blagost, dit-on dans la fraternité, qui était la secrétaire personnelle de Maître Omram, ou de Papa Omram, et certainement plus que ça au début. Et elle m'a elle-même déclaré qu'elle a passé sa vie à voyager dans le monde entier pour rencontrer tous les médiums avec des questions provenant de Omram. Pas mal déjà. Donc c'est un type qui a un sens du pouvoir énorme et qui a un sens de la manipulation énorme. C'est un type qui est extrêmement puissant quand il parle. Il est passionnant, il est drôle, il est attrayant, il construit très bien ses conférences, il a un très bon contact avec le public, même si il a ses crises caractérielles, où il va accuser des gens très facilement, puis après dire non, j'ai fait ça comme test un an plus tard, juste pour voir comment les autres réagiraient. Bon, il était très impulsif, très capricieux. Mais passionnant, il faut bien reconnaître ce qu'il est. Il fait avaler une couleuvre à n'importe qui, je veux dire. Il est très présent, très drôle, très, très stylé. Tout est bien travaillé, sa façon de marcher, sa façon de bouger, de parler, d'expliquer les choses. Il est très très fort. C'est trop facile de dire c'était un abruti. C'est pas vrai. C'est un mec extrêmement intelligent et passionnant. Et il va chercher à être en contact avec des gens qui pourraient lui apporter de nouvelles informations. Parce qu'il comprend bien que son pouvoir provient de ses connaissances. Et que ses connaissances sont limitées. Puisqu'il n'a pas un nouvel apport, contrairement au maître Peter Denov, eh ben, il faut bien qu'il s'accroche à des gens qui vont lui apporter de nouvelles choses. Et son enseignement va vite basculer dans des trucs mystiques, délirants, ce qui n'était pas tellement le cas avec Peter Denov. Omram, il va commencer avec le maître du monde, de la Gartha, des trucs comme ça. Ça vient vraiment de Omram, pas du tout de Peter Denov. Parce qu'il va être en contact avec d'autres personnes. Très rapidement, il va développer un pouvoir, ce que moi j'appelle satanique vraiment, sur la création du maître Peter Denov. Il n'a aucune limite. Entre autres, la panorhythmie qui va être utilisée en demandant à des jeunes filles de danser en jupe et avec un petit t-shirt ou chemisier, je ne sais pas ce qui existe en ce temps-là, et rien d'autre, pas de soutien-gorge. Et quand elle danse sur la musique, lui s'assied sur un trône, il a une espèce de fourrure, et il s'assied sur le trône, et sous la fourrure, il est nu. Et les filles dansent, puis après, il va leur demander d'enlever le haut, parce qu'il veut voir leur cœur battre. Je ne suis pas sûr que ce soit que le cœur quand même. Et puis après, il leur demande de se mettre entièrement nus. Et puis, une fois qu'elles sont nues, il va les se déplacer dans la panorhythmie, il va les toucher, les guider. Enfin bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Puis après, il va en sélectionner 4 avec lesquels il organisera une partouze. Qui ne va pas appeler comme ça. Et ça, ça va se développer quand même très rapidement. Donc, on peut estimer c'est un peu difficile à savoir, 5 ans, 8 ans maximum, il va développer ça. Donc, est-ce qu'il l'a développé très vite ou moins vite? Je ne sais pas précisément, parce qu'il y a des choses, c'est tellement loin dans l'histoire,
que c'est très difficile à découvrir. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, enfin non, à la fin de sa vie et encore aujourd'hui, au Bonfim, c'est-à-dire le grand centre, et à Isgrève, les grands centres de la fraternité blanche, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de francs-maçons. Les leaders sont énormément des francs-maçons. Et les francs-maçons ont décidé de contrôler ce groupe de la FBU, Fraternité Blanche Universelle. Et donc, ils sont très forts pour cacher les informations, pour influencer. Et quand aujourd'hui je demande à ChatGPT les informations sur ça ou sur ça, ChatGPT lui-même me dit je ne sais pas, c'est assez trouble, je n'arrive pas à donner les bonnes informations. Il y a peut-être ceci, peut-être cela, mais c'est très très trouble. Et ça demande quand même un grand pouvoir. Et en même temps, le même maître, Omram, va déclarer à ses disciples n'allez jamais dans la franc-maçonnerie parce que vous perdrez toute votre âme dans ce lieu-là. Exactement comme pour les médiums, de là où il tire son pouvoir, les francs-maçons et aussi la médiumnité, eh bien, il interdit ça à ses disciples. D'ailleurs, il interdit aussi basiquement le sexe. Puisqu'au Bonfim, par exemple, on ne fait pas d'actes impurs en ayant des relations sexuelles, même couple marié, n'importe qui. Tandis que lui, le sexe, il ne s'est pas gêné. Donc, les choses qui étaient très importantes pour lui, on peut les voir par le fait qu'il les interdit. Le sexe, la médiumnité, les francs-maçons. On a déjà un bon scénario du truc, mais il faut bien comprendre. Omram a le parfait profil du pervers narcissique. Et le pervers narcissique, c'est un homme brillant. C'est un homme qui sait hypnotiser, qui sait manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Donc, on a à peu près ce scénario-là. Et puis, on va sauter à peu près 10 ans. On va passer en 1947 environ. Et là, j'ai différents articles de journaux que j'ai retrouvés qui sont assez précis. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les journalistes d'aujourd'hui ne peuvent que recopier d'autres articles. Moi, j'ai vu des articles sur le Bonfim, l'école de Omram, où il disait qu'avant le repas, on disait Taro, Tora, Rota, Tarota, Rotaro, qui est une formule magique pour enclencher des forces de la Terre, enfin en tout cas présentée comme telle. Donc c'est clair que les journalistes qui racontent ça, ils racontent n'importe quoi, ils ne sont absolument pas au courant, parce que c'est absolument pas ce qu'on disait au moment du repas. Bojiata Lyubov Ardreshava Sifshkite Problemi. C'est imprononçable comme truc. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Et oui, Omram va enseigner la même chose. Pas de conflit. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Ce qui paraît très doux, très, très fraternel, très magique, mais ça veut dire aussi que si vous voulez la ramener, si vous dire, attends, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi vous avez dit ceci et finalement c'est pas arrivé? Eh bien tout ça c'est anti-fraternité. Donc le non-conflit de Peter Donov pour aller contre les gens qui espionnent tout le monde, etc. En France, c'est surtout pour que personne ne soit trop au courant de mes histoires de cul, que personne ne cherche à me détrôner, que personne ne cherche à savoir qui est qui pourrait être franc-maçon, etc., etc. Voilà, donc là on analyse déjà plus sérieuse. Et donc, j'ai plusieurs articles de journaux. Malheureusement, je ne peux pas les lire moi-même puisque je suis aveugle. Donc j'ai demandé à un bénévole qui travaille avec moi de lire ces articles. Honnêtement, c'est pas toujours très bien lu. À un moment, il parle de Descartes. Donc le gamin n'avait pas beaucoup de culture pour Descartes. Mais bon, au moins ça permet d'avoir accès aux articles et de voir un petit peu tout ce qui est présenté. Alors je vais vous présenter des petits passages. Je vous mettrai aussi les articles directement aussi dans cet épisode. Et je vais pouvoir analyser différentes choses. Et là, vous allez voir qu'effectivement, notre Mikhail Ivanov, il est en contact avec des gens, certainement des médiums, puis il prétend être en contact avec des maîtres divins qui vont venir organiser l'âge d'or, déjà en 1948-49, hein. Donc c'est un peu raté, parce que c'est pas exactement ce qui s'est passé, en 1950, je ne sais plus.
il va se retrouver finalement en prison au lieu de ces grandes révélations. Mais c'est intéressant de voir l'intérieur parce que moi, quand j'ai pu analyser toutes ces choses, euh, c'est vrai qu'en Bulgarie, par exemple, quand je parlais de Omram Mikhail Ivanov, on me reprenait déjà, non, Mikhail Ivanov, pas Ivanov, parce que c'est vrai qu'il a changé son nom. J'explique encore une fois pourquoi plus tard. Mais bon, les Bulgares ils rejettent complètement. Ils disent non, non, mais Mikhail Ivanov, très déséquilibré, blablabla. Puis après, ils n'incitent pas plus parce que pas de conflit. Donc, non, non, on ne veut pas en parler, on ne veut pas en parler. Voilà, on ne veut pas en parler. C'est le résultat de l'enseignement de Peter Denov. Ce que je comprends, hein, mais ça n'aide pas toujours à éclaircir les choses et ça permet de laisser le chemin largement ouvert pour ceux qui aiment le pouvoir. Comme dans le passé, Mikhail Ivanov. Donc on va commencer à écouter les articles. Encore une fois, désolé pour la qualité de la lecture, mais au moins c'est clair et on peut analyser les choses ensemble. Évidemment, je reste ouvert à toute information que vous pouvez me donner en plus pour démontrer que j'ai tort ou que j'ai raison. Je suis ouvert à toute chose, toujours en dessous du film. Vous pouvez tout à fait laisser tous les commentaires que vous voulez. Bon, alors au début, le journaliste fait très bien son travail puisqu'il va présenter l'enseignement. Et là, vous allez voir que l'enseignement, c'est quand même pas piqué des hannetons. Surtout que, moi ayant très bien connu Omram après, c'est pas du tout ce qu'il présentait après. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il a calmées, puisque beaucoup de ses prédictions se sont complètement cassées la figure. Mais au début, il arrive, il est jeune, il a 36 ans, après 46 quand on écrit les articles, il est encore en pleine virilité, il y a plein de jeunes filles qui sont à genoux devant lui, il y a plein de gens qui lui donnent de l'argent. Hein. Plusieurs fois, Ivanov s'est fait choper en train de passer de l'or en retour en Bulgarie, une fois que la Bulgarie était ouverte. Hein. Donc, il aime l'argent aussi, c'est clair. Allons-y pour la lecture. Mikhail Ivanov transforme la ville de Sèvres en paradis terrestre et attend le maître du monde. Les temps sont révolus. Avec l'ère du Verseau qui va succéder à notre siècle de confusion, l'humanité connaîtra ou retrouvera l'âge d'or. Ainsi parle le dernier Messie, frère Mikhail Ivanov, lequel, après Raina, Krishna, Dionysos et le Christ, dit-il, a reçu mission de sauver la terre menacée par la hargne des mauvais et la bombe atomique des savants. Chaque matin, au lever du soleil, dans la villa Isgrève de Sèvres, des centaines de fidèles, les élus de la fraternité blanche universelle, viennent de Paris et des plus lointaines banlieues s'initier à l'enseignement de la doctrine neuve. Alors déjà là, c'est pas mal, parce que c'est pas une présentation tout à fait humble. Il est effectivement à Sèvres, à Paris, et il a créé un centre qui s'appelle Isgrève. Or, il faut savoir qu'il y a un centre Isgrève en Bulgarie. Donc, Omram, il n'a rien inventé. Même les noms, il les a repris. Les noms, les centres, l'enseignement, il a tout repris. Mais la formulation classique, au bon fin, après, c'était de dire que le maître Omram, c'est le seul vrai maître. Le maître Peter Denov, c'était une erreur, il connaissait quelques petits trucs, mais ce n'était pas un vrai maître. Tandis que le maître Omram, oui, ça c'est un vrai maître. Ce qui m'a beaucoup choqué dans l'esprit des arts martiaux, puisque je suis un maître d'arts martiaux, dans le sens où nous respectons nos maîtres qui nous ont enseignés, et nous les honorons. Ce qui n'était absolument pas le cas de Omram, ce qui ne peut pas être le cas d'un pervers narcissique, c'est tout, je veux dire. Donc, voilà, on continue. Le Messie. Le maître est d'origine bulgare, et son nom est Mikhail Ivanov. Très lettré et versé dans toutes les sciences humaines et même supra-humaines, il se recommande de l'enseignement de Peter Denov. Mais, si l'on en croit ses adeptes, les grands sages du Tibet viennent à Sèvres, encore astral, s'entretenir directement avec lui et dicter le plan de la révolution qui se prépare. 30 personnes peuvent en témoigner. Aux heures de méditation profonde, des miracles s'accomplissent, des matérialisations se produisent, et la voix même du maître du monde, Maha Chohan,
se fait entendre, venant du sanctuaire souterrain du Tibet où, depuis 55 600 ans, se sont retirés les grands initiés. Alors, Mahashohan, c'est un nom très important à garder en mémoire, et vous verrez pourquoi après. C'est aussi une assez grande révélation pour ceux qui ont pu connaître l'enseignement de la FBU. Frère Michael est un homme dans la force de l'âge, au teint basané, et ses yeux, tantôt très doux, tantôt illuminés, reflètent un pouvoir magnétique surnaturel. Ses cheveux blancs auréolent son visage et, fait curieux mais nettement observé et prouvé par la photographie, un halo de lumière, son aura, nimbe parfois son front habité par des problèmes que nos vulgaires mathématiques profanes ne sauraient pas résoudre. Donc vous voyez qu'avec une présentation comme ça, on se sent tout petit. Et c'est vraiment l'enseignement, hein, je veux dire. Après, il y a frère Jean, dont on va parler, et aussi Stella, sœur Stella, puisque c'est tous frères et sœurs, qui racontent exactement la même chose dans leur mémoire. Hein. Donc, il n'y a pas à négocier sur la chose. C'est comme ça, point final. Il est venu en France il y a 10 ans, lors de l'exposition de 1937. Aussitôt, des initiés des sciences occultes l'ont reconnu comme maître et messie, et, depuis, un cercle s'est formé autour du surhomme qui, à l'image du Christ, prêche l'amour et forme des apôtres pour les rudes missions à venir. France d'abord. Frère Michael est officiellement mandaté par des puissances mystérieuses du Tibet, l'Agartha, en tant qu'ambassadeur spirituel pour les pays de langue française. La loi millénaire du silence qui, jusqu'à présent, était la règle des initiés, est arrivée à expiration. Frère Michael va parler, démontrer, prouver, sauver, et c'est de Sèvres que partiront pour la France et le monde entier les premières grandes révélations divines. Hommage de l'Agartha au pays de Descartes, de Pasteur et de Valéry. De Descartes, bien entendu, comme je disais préalablement. Donc, pour ceux qui connaissent l'enseignement du maître Peter Denov, là, en 10 ans, puisque là, c'est en 1947, on est très très loin de l'enseignement déjà du maître Peter Denov, parce que Omram s'est gavé partout où il le pouvait, auprès des médiums, auprès des initiés ou pseudo-initiés, etc. Il a couru partout. Ce qui l'attire à être aussi protégé par les francs-maçons. Parce qu'en France, chercher en 1947 ou 36, hein, de 37 à 47 des grands secrets, ça veut dire aller tout droit vers les francs-maçons. Peut-être pas que, mais évidemment eux, c'est clair aussi. Oui, les Français, dit le maître, sont les gens les plus spirituels de la terre et les plus aptes à recevoir la bonne parole. Frère Michael Ivanov habite à Sèvres, une petite villa au toit bleu et aux murs rouges qui fait la joie et l'étonnement de ses voisins. C'est que peu de gens connaissent la valeur des symboles, et le maître explique avec simplicité la raison de cette anomalie apparente. Dieu veut que le bleu domine le rouge, que l'âme et l'esprit priment le corps. Le ciel est bleu, la terre ne l'est jamais. Le bleu, couleur froide, se rattache directement à la divinité supérieure. Et tout dans le monde doit être en accord avec ce principe. Imaginez un homme qui aurait la tête rouge, chaude, et les pieds bleus, froids. On ne donnerait pas cher de sa vie, mais le contraire est signe de bonne santé. Poussons plus loin nos observations. Le maître, quand il parle, a un singulier pouvoir de persuasion. Autour de lui, un cercle de jolies filles boit ses paroles. Je suis persuadé que, s'il l'ordonnait, elles se jetteraient dans le feu pour lui. Et ça, c'est pas du tout exagéré, c'est absolument vrai. À tel point qu'il y a, et quand on pense au protocole après, les gens qui ont été au bon fin, ils doivent raisonner sur tout ce que je dis, parce qu'ils savent que je connais, que je dis la vérité. Et il y avait aussi la petite chorale. Et la petite chorale, c'était des filles qui chantaient un peu sur le côté, qui chantaient bien, mais elles devaient toutes être vierges.
Bah, si le sexe est mal, etc., je comprends qu'on crée la petite chorale avec des vierges. Mais si on est dans une école où il y a un prédateur, qui est Papa Omram, bah, c'est bien qu'il sache ce qui est vierge et qui ne l'est pas. Hein. Et les filles de la petite chorale, il y avait même des vierges de 50 ans. Je pense qu'elles avaient raté leur possibilité. Mais elles étaient, mais quand le maître Omram parlait, c'était un état de transe. Effectivement, je pense que même quand moi j'y étais bien après, en 80 à peu près, si le maître avait dit ouvrez-vous le ventre, elle aurait tout fait. Vraiment. Vraiment, il y a eu des drames qui se sont passés parce que le maître a dit telle ou telle chose et il y a des filles qui sont même suicidées. Telle la chose qui s'est passée par rapport au grand chant de la fraternité. Fraternité, fraternité, ah, fraternité, etc. Ça a poussé une fille du bon fin à se suicider. Donc, un pouvoir de persuasion, un magnétisme et une admiration totale des disciples, ça c'est, on peut pas nier. Les rites. Dès 5 heures le matin, les fidèles affluent à la villa Eastgrave. Le maître, assis sur des coussins, parle et des diffuseurs transmettent ses paroles à ceux qui ne peuvent trouver place dans l'enceinte. Tantôt un silence profond, tantôt des rires accueillent le discours de frère Michael qui sait avec à propos passer des sujets les plus graves aux badinages les plus amusants. À 7h30 commence la gymnastique et les exercices respiratoires qui se font le visage tourné vers le levant. Toute la gymnastique est basée sur les mystérieuses correspondances du corps avec le cosmos. Les exercices respiratoires, narine après narine, poumon après poumon, se rattachent également à des secrets occultes qui sont de véritables thérapeutiques pour non-organes. Pour nos organes. Ensuite, toute la communauté entonne les chœurs qui constituent son arme la plus convaincante auprès des masses. Après le chant, la danse, où les jeunes femmes particulièrement communient par le geste supérieur avec les forces magnétiques qui imprègnent le monde. La journée, commencée sous ces auspices, est assez riche de vitalité et de promesses pour que les fidèles osent braver les travers de la vie quotidienne. Le maître du monde. Le maître du monde vit au Tibet, sous l'Himalaya, dans les vastes grottes souterraines où depuis 55 600 ans, les sages se sont retirés. Son nom est Mahashohan. Mahashohan. Comme je le disais précédemment, souvenez-vous de ce nom parce que ça va être très drôle dans l'évolution de l'histoire d'Omram. Sous toutes les montagnes du globe, sous les Pyrénées, les Alpes, et peut-être même sous la butte Montmartre, vivent ses sujets et ses frères. Dieu réincarné, initiés, prêtres, savants, et aussi des millions d'êtres, à longues griffes et pourvus d'ailes, qui savent dans les entrailles même de la Terre se déplacer avec une vitesse qui ridiculiserait celle de nos avions à réaction. Mahashohan et ses sages viennent avec leur corps astral au mystérieux rendez-vous de frère Michael à Sèvres. Mais en septembre prochain, c'est avec leur corps véritable qu'ils se rendront à Paris. Ce sera l'heure de la grande révélation. Et Ivanov prétend que nos savants auront alors la preuve de l'inanité de leur savoir. Emmenés au siège de l'Agartha, dans le Tibet, on leur montrera jusqu'où la science véritable peut prétendre quand elle est, non au service du diable, mais de Dieu. Alors, les pistolets Eureka de nos enfants et la bombe atomique de Bikini tomberont dans le même ridicule, puisque d'un souffle Mahashohan peut anéantir ces misérables trouvailles de nos diaboliques savants, de même que nos villes géantes et nos usines où se forgent les chaînes de notre esclavage. Dans 15 jours, dans une quinzaine, paraîtra aux éditions Isgrève le 3e livre de frère Mikhail Ivanov, L'alchimie spirituelle. Ce livre a vraiment été publié, il existe depuis longtemps. Tome 3 des œuvres complètes
d'Omram Mikhaïl Ivanov, l'alchimie spirituelle, mais il n'y a pas l'introduction qui est présentée là. Ça a changé, ça. Ce livre sera préfacé par Mahashohan, le maître du monde, et une photo du roi illustrera des déclarations sensationnelles et uniques dans l'histoire du monde. Ainsi se trouvera éclairci le mystère même du Tibet. De toute façon, nous n'avons que quelques mois à attendre pour savoir si frère Michael est bien le Messie annoncé par les textes et reconnu par ses fidèles. Les magiciens noirs du monde ricanent et espèrent que septembre et octobre ruineront les rêves et les prétentions du maître blanc. Mais frère Michael se sent fort de l'appui de l'Agartha et annonce que l'ère des miracles est arrivée. Pour nous, il n'est que d'attendre un peu pour savoir. Voilà. Donc là, devant cette présentation, ça respire pas l'humilité quand même, hein. C'est clair. Et en plus, on est en 1947. Donc, Omram, il a vécu jusqu'en 1986, me semble-t-il. Donc, il y avait encore quelques années devant nous, quoi, hein, 40 ans. Et il ne s'est rien passé, hein, je veux dire, de tout ce qu'il a pu annoncer. Donc, quand on fait des prédictions qui tombent à l'eau, il faut vraiment avoir un super bagou, un super pouvoir, à la mode Superman, pour garder le pouvoir sur les gens. Parce qu'autrement, moi je fais des prédictions, ça ne se passe pas du tout. Ouch, ça met une claque quand même à mon pouvoir de prédiction et de pouvoir magique et d'être en contact avec le maître du monde, etc. etc. Eh ben non. D'ailleurs, il avait annoncé aussi un raz-de-marée, donc un tsunami en 1997, un jour précis en plus, hein. Bon, on fait le calcul quand même, il a, dans ce cas-là, 97 ans. Donc il n'est pas arrivé, il est mort, il avait 86 ans. Mais si je fais une prédiction quand j'aurai 97 ans et que ça ne se passe pas, j'ai peu de chances d'être là et de devoir répondre aux questions. Hein, ça, c'est une prédiction très simple. 97 ans, ça pourrait arriver, mais c'est pas sûr quand même, hein. Et je pourrais toujours trouver un baratin pour justifier que... Mais probablement, il n'y aura pas de baratin. Avec une prédiction très précise, hein, il y aura un tsunami, et comme le Bonfin est en hauteur, la vague arrivera jusqu'aux portes du Bonfin, mais n'envahira pas le Bonfin. Donc c'est précis le jour même. Évidemment, rien ne s'est passé ce jour-là. Eh bien, n'empêche que ça n'a en aucune façon influencé négativement l'aura de l'enseignement et de toutes ces choses avec le maître Omram. Même après sa mort, il n'est même plus là pour justifier, pour baratiner. Ça continue quand même. Donc là, on peut voir une adoration totale. Moi, je me souviens qu'au début, j'étais dans un centre avant de rencontrer Omram à Lyon. Et il y a une femme, il y a une immense photo de Papa Omram. Il y a une femme qui contemple Omram à 2 mètres de distance. Elle est là en admiration totale devant le visage. Puis moi, j'arrive derrière, peut-être pour lui demander quelque chose. Elle se tourne vers moi, elle me dit « Regardez, il m'a souri ». Moi, je dis « Non, je voyais la photo, je suis sûr, il n'a pas bougé ». Elle m'a regardé d'un air de dire « Païen, crétin ». En fait, c'est parce que je n'avais pas encore vu en ce temps-là Harry Potter. Autrement, j'aurais compris. Mais étant un simple humain sans encore Harry Potter, moi je dis, ben non. Maintenant, il faut être clair, hein. L'enseignement de Omram est super puissant. Parce que c'est l'enseignement de Peter Dunov. Il utilise le travail d'un autre, quoi. Mais l'enseignement de Peter Dunov est super positif pour améliorer votre vie sur infiniment de choses. Donc, malheureusement, force est de reconnaître que Omram a surfé sur toutes ces choses-là. C'est vraiment la magie noire. Il a pris de la lumière, un enseignement extraordinaire, qu'il a tourné vers son pouvoir. C'est la définition du pervers narcissique, qui prend toute chose pour le tourner vers lui. Bon, pour le moment, je vais m'arrêter là. Donc ça va être un gros suspense parce qu'il y a plein de choses que j'ai entamées. Les articles de journaux ne sont pas terminés et je vais vous faire donc la conclusion de tout ça pour que vous puissiez bien comprendre l'ensemble des choses. Je pense que certains chapitres pourraient être trop longs pour vous, pour se concentrer et tout le reste. Et moi-même, j'ai d'autres obligations maintenant. Donc le prochain chapitre sera vraiment la suite de celui-ci.
On va dire que le chapitre est coupé en deux. Ça vous permet peut-être d'avoir aussi un break. Et je reviendrai pour continuer avec la fin des articles, mais préparez-vous à des révélations assez foudroyantes. Bon, déjà, ce que je vous dis, on est loin du grand mage et du grand maître humble, qui est simplement le disciple du maître Peter Donov, qui n'est pas un vrai maître, parce que lui, c'était un charlot, pas comme le grand maître Omram Mikhail Ivanov de l'Auguste Fraternité Blanche Universelle, etc., etc. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont venir, qui sont encore plus fortes. Évidemment, de toute façon, c'est clair, on touche à la pédophilie. Hein. Les filles qui sont sélectionnées pour danser avec lui, et plus entre 12 et 18 ans, ou 12 et 17 ans. Ce qui, de toute façon, en ce temps-là, la majorité étant à 21 ans, ça reste de la pédophilie. Plus que vous avez des gamines de 14 ou 15 ans, putain, ça pue quand même, hein. Ça craint. Bon, mais dans l'esprit d'un pervers narcissique, et je pense que toutes mes explications que je donne ne peuvent être acceptées sans le profil du pervers narcissique, qui est capable de tourner les choses d'une façon géniale, extraordinaire et extrêmement avantageuse pour lui. Alors, j'ai connu un pervers narcissique qui s'occupe d'un centre animalier. C'est un mec qui a 40 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il utilise les animaux comme bouclier, comme prétexte, pour recevoir de l'argent de partout. Il a 3 maisons qui lui sont prêtées gratuitement, que lui-même loue après. Il a des terrains pour ses chevaux qu'il ne paye pas les terrains. Le mec s'est tiré un maximum de tout grâce aux animaux. Et le type est passionnant. Moi, j'ai vu des caméras françaises faire des films pour la télévision auprès de lui parce qu'il a un contact avec les animaux. Il est fantastique. Donc un pervers narcissique de haute catégorie, c'est un mec comme Omram, c'est un mec comme Mathieu, je ne donne pas son nom de famille, mais j'en bosse pas moi, qui sont des gens, si vous voulez arnaquer et passionner les gens, vous devez avoir un fluide et une intensité particulière. Il faut avoir le sens du pouvoir et le sens de calculer immédiatement, je te donne ça, mais je t'interdis de toucher ça ou ça, parce que tu pourrais trouver des choses qui pourraient t'apporter quelque chose qui pourrait me déranger. Fantastique quand même. Voilà, pour le moment, c'est tout. On se revoit dans le prochain épisode.